Bonsoir et bienvenue à nouveau à notre série sur les méthodes de datation. Les séries sur les méthodes, notre mini-série sur les méthodes de datation, des méthodes qui sont proposées pour encourager les gens à croire à des longs âges de l'histoire de notre planète, alors que pour nous, en tant que chrétiens, notre Créateur nous a déjà révélé le fait que notre planète est récente. Puis donc, c'est une série qui nous démontre cet enjeu, qui nous aide à comprendre cela. Et on a déjà vu l'impact dévastateur des longs âges sur la foi du chrétien dans notre mise en contexte. On a parlé en long et en large du danger que ces longs âges-là, puis cette croyance-là dans une terre qui est vieille de millions et de milliards d'années, peut avoir sur le croyant. De même, on a appris quatre faits sur les méthodes de datation qui démontrent que les résultats proposés par ces méthodes-là ou les âges qui sont présentés sont loin d'être certains, sont loin d'être scientifiques, pas du tout un fait venant de la science, bien au contraire, mais ils représentent une science historique des origines fondée sur des scénarios qui sont subjectifs plutôt que sur la méthode scientifique dans toute sa rigueur. Un auteur nous dit « Cette attaque se déguise avec un mot appelé « science ». C'est une mascarade parce que les gens ne définissent pas ce qu'ils entendent vraiment par science, donc ils mettent toutes leurs croyances concernant la planète Terre et concernant ces phénomènes sous cette expression-là, et donnant l'impression que c'est basé sur la méthode scientifique. Nous pourrions tous nous mettre d'accord sur la même science lorsque nous parlons de science d'observation, c'est-à-dire les choses que nous pouvons démontrer et prouver par l'expérimentation en utilisant la méthode scientifique, et si c'était seulement que cela, prendre les phénomènes qu'on voit aujourd'hui et les tester et ensuite démontrer les résultats. On pourrait tous être d'accord sur ces résultats-là, mais quand on parle d'histoire, c'est là que la différence réside. Et il y a une histoire enseignée comme un fait aujourd'hui qui contredit totalement l'histoire de la Bible, ce que le Créateur a dit concernant notre passé et ce que les hommes nous disent concernant l'histoire de la planète Terre. Donc, ce qui peut être présenté comme une science concernant le passé peut être simplement la perspective personnelle du scientifique. Les conflits entre la science et la religion se produisent au niveau de la science historique, pas dans la science opérationnelle, pas dans les choses qu'on peut tester en laboratoire aujourd'hui. Malheureusement, le respect gagné par les succès de la science opérationnelle en faisant toute la technologie, la médecine et tout ce qui nous permet de vivre confortablement aujourd'hui trompe beaucoup de gens en leur faisant croire que les affirmations conjecturales, c'est-à-dire les opinions des scientifiques découlant de la science des origines, ont la même autorité. Puis il ne faut pas oublier ce que Carl Sagan a dit clairement. Toutes les déclarations scientifiques n'ont pas le même poids. Ça dépend si ça vient de la science opérationnelle ou ce qu'on peut observer en laboratoire ou si c'est quelque chose qui est basé sur le passé. Ce soir, nous aimerions considérer un autre élément. Nous aimerions considérer une étude type des vrais résultats qui ressortent d'une analyse des méthodes de datation radiométrique lorsque les données sont évaluées et testées critiquement, en contraste avec l'endoctrinement de ce monde et nécessairement ses croyances populaires. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse examiner la question des méthodes de datation au carbone 14. Les méthodes de datation au carbone 14. Qu'est-ce que le carbone 14? Débutons ce soir en définissant ce qu'est le carbone comme un élément chimique. Ce qui distingue les éléments chimiques, c'est le nombre de protons qu'ils ont. Quand on regarde un élément chimique puis on veut l'identifier, on regarde toujours le nombre de protons. Peut-être vous vous rappelez de ça de vos cours de chimie il y a bien des années, comme par exemple le carbone. Toutes les formes de carbone ont toujours 6 protons.
Ils peuvent avoir des neutrons qui vont varier. Les électrons, c'est pas mal toujours pareil, mais ils vont toujours avoir 6 protons. L'azote a 7 protons. L'oxygène a 8 protons. Et on pourrait regarder tous les éléments chimiques de notre tableau périodique et on voit que c'est toujours distingué par le nombre de protons. Sur tout le tableau, c'est toujours la même chose. Maintenant, pour le carbone, c'est 6 protons. Ce qui est important pour le carbone, ce n'est pas le nombre de neutrons ou le nombre d'électrons, mais plutôt le nombre de protons. Parce que les électrons peuvent changer dans les différentes sortes de carbone. Comme par exemple, on a le carbone 12. Ah, 6 protons, c'est du carbone. Le carbone 13, ah, c'est du carbone, 6 protons encore. Le carbone 14, 6 protons, mais au niveau des neutrons, le carbone 12 a 6 protons et 6 neutrons. Le carbone 13 a 6 protons et 7 neutrons. Le carbone 14 a 6 protons et 8 neutrons. Et c'est toujours à partir des protons qu'on peut les distinguer. Maintenant, avec cette information-là, cette précision-là concernant les éléments chimiques et leur identification, on veut comprendre ce soir d'où vient le carbone 14. D'où vient le carbone 14? La plupart du carbone qui se trouve dans l'atmosphère, c'est du carbone 12, et ça, c'est la grande majorité, mais il y a quand même du carbone 14, et c'est ça qu'on veut voir ce soir. Le carbone 14 est un produit de la radiation stellaire. La radiation qui vient du cosmos et qui va rentrer dans l'atmosphère et qui va commencer à agir avec les différents atomes de l'atmosphère. Et si on pourrait dire, l'élément principal de notre atmosphère, c'est l'azote. 78% de l'atmosphère se trouve à être de l'azote. Donc, quand cette radiation-là arrive et frappe l'atmosphère, elle va commencer à déloger des neutrons, des atomes dans le haut de l'atmosphère, et ces neutrons-là vont partir comme une balle d'un pistolet. Puis ils vont commencer à descendre, et occasionnellement, ils vont frapper l'azote qu'il y a dans l'atmosphère. Et encore une fois, l'azote, c'est l'élément principal de notre atmosphère. Et quand il va frapper l'azote, il va transformer l'azote en carbone 14. Donc, le carbone 14, c'est le résultat de la radiation qui vient du cosmos. Qu'est-ce qui arrive? Si on regarde ici, l'azote, il y a 7 neutrons et 7 protons, puis nécessairement, sa masse, c'est 14. Donc, il y a un neutron qui va arriver et qui va frapper le proton et il va le chasser. Puis ensuite, il va venir se placer avec les neutrons. Donc là, on arrive avec 6 protons et 8 neutrons. Donc, 6 protons, on est rendu avec du carbone nécessairement 14, à cause de cette réaction-là dans l'atmosphère. Puis nécessairement, le carbone 14, c'est un élément instable. Et avec le temps, c'est un élément qui est radioactif. Et avec le temps, il va redevenir de l'azote. Et ça, on va parler de cela un peu plus tard. Un auteur dit le carbone 14 est produit lorsque les rayons cosmiques chassent les neutrons des noyaux atomiques dans la haute atmosphère. Ces neutrons déplacés qui voyagent très rapidement vont frapper les particules d'azote occasionnellement à des altitudes plus basses. Occasionnellement, mais un taux assez constant. Donc la production de carbone 14 à partir de l'azote, c'est quand même assez constant en ce moment dans l'atmosphère. Donc on nous dit les convertissants en carbone 14. Contrairement au carbone ordinaire, le carbone 12, le carbone 14 est instable et se désintègre lentement, se transformant en azote et libérant de l'énergie. Cette instabilité le rend radioactif. Donc, il y a du carbone 14 qui est produit à cause de cette réaction-là, ces neutrons-là qui viennent frapper de l'azote dans l'atmosphère. Maintenant, le carbone 14, comme le carbone 12, le carbone 13, va se mélanger avec de l'oxygène pour faire du dioxyde de carbone. Mais ça va être du dioxyde de carbone avec du carbone 14, comme il y a beaucoup de dioxyde de carbone avec le carbone 12. Il y a ce mélange-là dans l'atmosphère. Puis nécessairement, le dioxyde de carbone, c'est absorbé par les plantes. C'est de la nourriture pour les plantes.
Puis les animaux et les êtres humains, qu'est-ce qu'on fait? On mange des plantes. On peut quand même absorber du carbone, du dioxyde de carbone avec du carbone 14 par notre respiration, mais la plupart du carbone 14 qu'on va avoir, cet élément radioactif qu'on va recevoir dans notre corps, nous vient des plantes qu'on mange ou de la viande qu'on va manger. Puis à cause de ça, on va commencer à avoir du carbone 14 en nous, qui va venir se loger comme les animaux et les plantes. Pendant la vie des animaux et pendant la vie des humains, le corps de ces animaux, de ces humains-là, va contenir un taux assez constant et de carbone 14 et de carbone 12. Puis c'est similaire aux proportions qu'on va trouver dans l'atmosphère. Puis je vais vous parler de ces proportions-là tout à l'heure, parce que c'est important pour calculer les éléments. On se base sur le carbone 14 et le carbone 12. Et c'est seulement après la mort de l'organisme que finalement, ce carbone 14-là, qui est instable, commence à se désintégrer et redevient de l'azote. Pendant la vie de l'organisme, c'est la même chose. Le carbone 14 qu'on a absorbé par le dioxyde de carbone dans notre être va commencer à se désintégrer puis à chercher à sortir de notre organisme. Mais puisqu'on continue à respirer et puisqu'on continue à manger des légumes, manger de la viande, on va remplacer cela dans notre organisme. Mais une fois qu'on meurt, le carbone 12 est fixe en nous et le carbone 14 commence à se transformer pour redevenir de l'azote, redevenir cet élément-là. Donc le carbone 14, c'est un élément instable et on appelle ça un élément parent. Et l'azote, c'est un élément stable et l'élément fille. Et il va y avoir cette transformation-là. Dans les êtres vivants, bien que les atomes de carbone 14 reviennent constamment au N14, qui est l'azote 14, ils échangent toujours du carbone avec leur environnement, de sorte que le mélange reste à peu près le même que dans l'atmosphère. Cependant, dès qu'une plante ou un animal meurt, les atomes du carbone 14 qui se désintègrent ne sont plus remplacés. On ne mange plus après notre mort, on ne respire plus, donc il n'y a plus de carbone 14 qui entre en nous. De sorte que la quantité de carbone 14 dans cette chose autrefois vivante diminue avec le temps. Et on estime que la demi-vie de désintégration du carbone 14, c'est 5730 ans. Vous vous rappelez, la demi-vie, c'est qu'est-ce que ça prend, le temps que ça prend pour que la moitié d'un élément instable, un élément parent, puisse être transformé dans un élément fille. Puis là, pour le carbone 14, pour qu'il devienne de l'azote, ça prend environ 5730 ans. Maintenant, comment est-ce que le carbone 14 est utilisé par les scientifiques pour donner un âge aux organismes? C'est seulement pour des organismes qui ont été vivants dans le passé. Pendant la vie de l'organisme, il y a autant de carbone 14 en lui que dans l'environnement. Parce qu'il respire nécessairement et il mange des légumes, il mange de la viande et il a dans son organisme le 100% de ce qui se trouve environ dans l'atmosphère autour de lui. Mais par contre, lorsqu'il meurt, on estime qu'après 5730 ans, la moitié du carbone 14 qu'il avait pendant sa vie va s'être transformé en azote 14, va avoir disparu de son corps. Puis lorsqu'on fait les comparaisons, on ne le fait pas avec l'azote parce que c'est quelque chose qui se dissipe, mais on le fait avec le carbone 12. Pourquoi? Parce qu'on peut estimer le rapport du carbone 14 au carbone 12 dans l'environnement, dans l'atmosphère autour de nous. C'est un atome de carbone 14 pour 1 trillion d'atomes de carbone 12, environ dans l'atmosphère autour de nous. Donc, si un être est vivant, il va y avoir un atome de carbone 14 en lui pendant sa vie et 1 trillion d'atomes de carbone 12. Si un jour on trouve un fossile et on s'aperçoit qu'il y a un atome de carbone 14 pour 2 trillions de carbone 12, alors on sait que le carbone 14 a disparu de moitié. Et on va estimer que ça fait 5730 ans. Après 11 000, puis ça c'est le rapport avec le carbone 12, après 11 460 ans, il reste environ 25%. On a 2 demi-vies
Donc, il reste environ 25% des proportions du carbone 14 que lorsque l'organisme était vivant. Pour 3 demi-vies, 3 fois 5730 ans, on estime que l'organisme aurait 17 190 ans. Maintenant, il restera environ 12,5% du carbone 14 dans cet organisme-là. Et les scientifiques ont établi des moyens de calculer cela. Un auteur nous dit juste avant, dans les êtres vivants, bien que les atomes de carbone 14 reviennent constamment à l'azote 14, ils échangent toujours du carbone avec leur environnement, de sorte que le mélange reste à peu près le même, on l'a lu tout à l'heure, cela, que dans l'atmosphère. Cependant, dès qu'une plante ou un animal meurt, les atomes du carbone 14 qui se désintègrent ne sont plus remplacés. Donc, il y a une diminution à travers le temps. De sorte que la quantité de carbone 14 dans cette chose, autrefois vivante, diminue avec le temps. Donc, on trouve un fossile, on trouve un ossement, on trouve un cadavre, puis on peut prendre l'organisme et regarder il y a combien de carbone 14. Puis si on sait, par exemple, qu'il y a 35% de ce qu'il devrait y avoir dans un organisme, alors les scientifiques ont établi une formule pour pouvoir calculer l'âge de l'individu ou l'âge du spécimen. Puis là, on va dire 35%, on va mettre ça dans la formule, puis finalement, ça va nous donner 8680 ans. Alors qu'il reste seulement 35% dans cet organisme-là. Et on nous dit que le maximum de l'âge qui peut être calculé avec le carbone 14, parce qu'à un moment donné, on n'est plus capable de le détecter. Les atomes, c'est tellement petit, puis il y en a tellement peu qu'on n'est plus capable de faire le rapport. Mais on estime qu'environ le maximum d'âge au carbone 14, ça serait 80 000 ans. Pas plus que 80 000 ans, puis ça, c'est pas mal le maximum, parce que beaucoup de scientifiques vont dire non, non, on n'est même plus capable, après 50, 60 000 ans, de déterminer s'il y a encore du carbone 14. On voit quand l'organisme est vivant, il n'y a eu aucune année depuis sa mort, il a 100%, donc il a tout ce qu'il avait alors qu'il était vivant, comme dans l'environnement qui était autour de lui. Après une demi-vie ou 5730 ans, on tombe à 50%, une deuxième, 25%, une troisième. Puis là, quand on arrive à peu près à 50 000 ans, il reste environ 2% de la quantité d'atomes de carbone 14 dans l'organisme. Et après ça, à 57 000 ans, il y a environ 1%. Et là, ça disparaît. Puis c'est presque impossible pour nous de pouvoir découvrir, de pouvoir détecter du carbone 14 après environ 50 ou 60 000 ans. Tout ce qui a plus de 50 000 ans devrait théoriquement ne plus avoir de carbone 14 détectable. C'est pourquoi la datation au radiocarbone ne peut pas donner des millions d'années. Des fois, on va parler d'un fossile, peut-être d'un ancêtre humain, un fossile d'un chaînon manquant de 3,5 millions d'années. C'est pas parce qu'on a testé le carbone 14 dans ce fossile-là. On va établir dans quelle couche de la Terre, dans quelle strate de la Terre il se trouve, les strates géologiques. Puis on va dire, ah ben là, cette strate-là, on le sait, c'est 3,5 millions d'années. Et c'est comme ça qu'on va donner un âge. C'est pas basé sur le carbone 14. En fait, si un échantillon contient du carbone 14, c'est une bonne preuve qu'il n'a pas des millions d'années. Puis basé sur les couches de la Terre. On va dire, on a trouvé un fossile ici, on ne le testera même pas. On est ici dans cette couche-là. Ah, c'est 145 millions d'années. Juste en passant, on donne les dates à ces couches-là basées sur des fossiles index. Les fossiles types pour ce genre de couches-là. Puis on nous dit que les fossiles index sont datés grâce aux couches elles-mêmes. Mais grâce à ces fossiles indexons, on peut donner des dates aux couches. Ça, c'est un raisonnement circulaire qui démontre que toutes ces choses-là ont été fabriquées par l'homme. C'est une fabulation. Puis là, on impose cela à la science, par l'interprétation scientifique. Mais donc, ce n'est pas à cause qu'on va aller vérifier le carbone 14 dans ces éléments-là pour pouvoir voir si finalement ce sont des êtres qui ont vécu il y a 250 millions d'années ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est important de comprendre ça. C'est basé sur les couches de la Terre. Donc, on nous parle de 50 000 ans, mais on va garder quand même 80 000 ans. Tout cela, là, ce que je vous ai dit jusqu'à présent,
c'est pour pouvoir tester qu'est-ce qu'on découvre lorsqu'on va dans les couches de la Terre. On prend des fossiles, puis on regarde s'il y a du carbone 14. Peu importe si les couches ont 500 millions d'années, peu importe si les couches ont 200 000 ans, on va prendre ces couches-là, on va prendre les fossiles qu'on y trouve, puis on va les tester. Tout ce qui est plus vieux qu'environ 80 000 ans ne devrait plus contenir aucun carbone 14. Donc, si on prend un fossile d'un chaînon manquant, il n'y a pas de carbone 14 dedans, il y a des bonnes indications que c'est plus vieux que 80 000 ans. Maintenant, si on prend un fossile et on trouve du carbone 14, alors on sait, d'après le taux, à peu près quel âge est là, mais aussi on sait que ça ne peut pas se trouver dans des couches très très vieux, parce qu'on ne peut pas descendre plus loin que 80 000 ans. Maintenant, j'aimerais juste vous expliquer comment est-ce qu'on divise les couches de la Terre. Comment est-ce que les scientifiques dans le monde divisent les couches de la Terre. Il y a premièrement la couche cénozoïque. Ça, c'est d'aujourd'hui, de notre époque, et on descend dans l'histoire d'après les sédiments, puis ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y ait environ 65 millions d'années. Puis ça, c'est l'âge des mammifères puis des animaux modernes. On nous dit on trouve ces animaux-là dans ces couches-là. C'est là qu'ils ont vécu. Ensuite, on a la couche qu'on appelle mésozoïque. Ça, c'est environ de 65 millions d'années à 240 millions d'années. C'est l'âge des dinosaures. Toute cette période, comme la période jurassique, puis ainsi de suite, toutes ces périodes-là se sont passées là. Ensuite, on a une couche qu'on appelle paléozoïque. Là, on remonte loin dans l'histoire, d'après la théorie, d'après l'échelle du temps évolutif. Puis là, c'est de 240 millions à 540 millions, le temps de l'évolution des poissons et des invertébrés. Puis la plupart du temps, lorsqu'on trouve des fossiles, encore une fois, on va baser ça sur les différentes divisions de ces strates-là de la Terre et donner un âge aux fossiles. Mais il y a des scientifiques qui ont dit non, on doit tester les choses un peu plus loin. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à creuser et à trouver des fossiles dans chacune de ces couches-là. Des fossiles trouvés dans chaque section avaient des quantités considérables de carbone 14. Qu'est-ce qu'on apprend du carbone 14 au niveau des fossiles? Ce qu'on nous a dit concernant l'âge de ces fossiles-là, que ce soit des dinosaures, peu importe nos ancêtres, c'est totalement faux parce qu'on va trouver du carbone 14 et en grande quantité, démontrant que ça n'a même pas 80 000 ans, là. Ça a peut-être 40 000 ans ou autres, dépendant. On va trouver des ossements humains. Souvent des ossements qu'on va identifier comme étant vieux de quelques centaines de milliers d'années ou peut-être quelques millions d'années qui font partie de nos ancêtres, là, les différents primates du passé. Les squelettes anciens, un auteur dit, d'humains, lorsqu'ils sont examinés avec la nouvelle technique de spectromètre accéléré, donnent des dates surprenantes et récentes quand on se détourne du récit populaire. Quand on se détourne du paradigme scientifique qui est accepté, puis on arrête de se baser sur les couches, puis le raisonnement circulaire, puis on va faire des tests, et il y a des très bons tests scientifiques qui ont été faits, et dans toutes ces couches-là, on trouve des fossiles humains de nos ancêtres, supposément, qui sont très récents. Puis on nous dit, dans une étude, 11 sets d'ossements humains anciens furent tous rapportés avec des dates au radiocarbone, le carbone 14, ayant moins de 5000 ans. Donc, ça veut dire qu'il y avait au moins la moitié du carbone 14 encore dans ces fossiles-là, qui nous démontrent qu'ils n'avaient pas des centaines de milliers d'années ou même quelques millions d'années. Non, c'était tout simplement des humains qui ont vécu sur la Terre il y a environ 5000 ans. On continue à faire des tests des couches de la Terre. Puis on va regarder encore d'autres éléments, mais les ancêtres des humains, supposément, nous apprennent que finalement, ce n'est pas du tout ce qu'on nous avait dit. Maintenant, concernant les dinosaures, les dinosaures, ça intrigue beaucoup les gens. Il y a des personnes qui ont commencé à faire des recherches sur les dinosaures parce que dans les années 1990, il y a certains fossiles qui ont été découverts qui étaient partiellement fossilisés ou qui étaient totalement fossilisés, mais à l'intérieur des ossements, on a trouvé du matériel organique récent, comme de l'ADN, et comme des vaisseaux sanguins, et comme des protéines, toutes sortes de choses
qui ne peuvent pas être vieux d'au moins 65 millions d'années, parce que souvenez-vous, il y a environ 65 millions d'années, nos chers amis les dinosaures sont disparus. Un météore ou une circonstance quelconque les aurait exterminés. Mais comment est-ce que des ossements vieux comme cela pourraient avoir encore des indications d'une jeunesse dans l'histoire? Et ce qui a été découvert, c'est qu'il y avait du carbone 14. Il y avait amplement de carbone 14. Et finalement, ces dinosaures-là nous ont appris qu'ils avaient vécu il y a seulement des milliers d'années et non pas des millions d'années. D'autres évolutionnistes ont tenté d'expliquer nombre de découvertes par le concept de la contamination. Puis là, tout à coup, la contamination, le fait que ce n'est pas un environnement idéal, là, c'est acceptable. Pas avec les méthodes de datation radiométrique, il ne faut pas parler de cela, qu'il y aurait peut-être eu une contamination, puis ce n'était pas un environnement clos, fermé, idéal. Mais quand ils s'aperçoivent qu'il y a un problème avec les découvertes qui sont faites, et il y en a en masse de découvertes qui ont été faites, là, ils sont obligés de trouver une réponse. Puis ils vont dire que c'est de la contamination. Mais sachant que les taux de décomposition mesurés des protéines fragiles qui sont découverts dans les dinosaures et de l'ADN qui reste encore dans les dinosaures, à peu près 20 matériaux organiques qui ne peuvent pas durer longtemps, ont été découverts, comme les globules rouges, puis ainsi de suite, ont été découverts dans des ossements de dinosaures supposément très vieux. Donc, montre que ceux-ci n'auraient pas dû durer aussi longtemps que des millions d'années, c'est certain. En plus des mouvements non dissimulés, on ne se cache pas des évolutionnistes pour étouffer les résultats des tests du radiocarbone. On prend ces animaux-là, on prend leurs ossements, puis là, on va voir des dates qui nous disent qu'ils ont peut-être 15 000 ans, qu'ils ont peut-être 25 000 ans, mais c'est loin des 65 millions d'années. Ils ont encore en masse de carbone 14. On s'aperçoit encore que tout le système est en train de s'effondrer lorsqu'on regarde les faits attentivement. En plus des mouvements non dissimulés des évolutionnistes pour étouffer les résultats des tests du radiocarbone, le carbone 14 se désintègre si rapidement que si les restes avaient même 100 000 ans, là on est généreux là, il ne devrait en aucun cas être détectable, parce qu'on connaît le taux auquel il peut se désintégrer, encore une fois, basé sur aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été pareil? On va en parler tout à l'heure. Puis effectivement, on ne le sait pas, ça fait partie du passé. Mais témoignent de leur réticence, les scientifiques, à faire face aux preuves qui remettent en question le paradigme évolutionniste ou qui remettent en question leurs croyances. Puis le fait que ces fossiles-là sont dans des couches qui sont basées sur des âges établis, qui sont basés sur des fossiles index, qui sont basés sur les couches dans lesquelles ils se trouvent, et qu'on a des arguments circulaires alors que le carbone 14 nous dit non, non, ces choses-là ne sont pas vraies. Il y a des animaux à travers toutes ces couches-là qui remontent jusqu'aux confins des couches de la Terre, de l'histoire humaine ou de l'histoire de la planète plutôt, et on voit que ce n'est pas vieux de milliers, sinon de millions d'années. C'est la même chose qui arrive lorsqu'on teste le charbon. Il y a beaucoup de carbone dans le charbon, incluant du carbone 14. Pourquoi? Parce que le charbon, c'est quoi? C'est des plantes, des animaux, de l'eau, de la chaleur, de la pression, des réactions chimiques qui ont toutes pris ces choses-là qui étaient vivantes autrefois et avec le carbone 12, le carbone 14 qui a tout compressé ça et qui nous donne le charbon, le pétrole et différentes choses. Puis on a pris des échantillons à travers le monde du charbon dans les différentes couches de la Terre. Puis chaque échantillon contenait des quantités considérables de carbone 14. Encore une fois, quand on teste les choses, on s'aperçoit que le carbone 14 nous montre que ces choses-là ne peuvent pas être vieilles de millions d'années. C'est faux, c'est une tromperie. On fait la même chose avec les diamants. Maintenant, quelqu'un a dit que le diamant, c'était le meilleur ami du croyant. Parce que quand on parle de diamant, on ne parle pas de contamination. Le carbone 14 peut toujours sortir des diamants, mais il ne peut pas rentrer dans les diamants. 12 échantillons de diamants choisis à différents endroits contenaient tous des quantités considérables de carbone 14.
Et on estime que les diamants, ça prend des centaines de millions, sinon au-dessus de 1 milliard d'années. C'est ce que le paradigme ou l'histoire fictive qu'on nous donne, la fabulation, nous dit que ça prend tout ce temps-là. Et pourtant, lorsqu'on les teste, on s'aperçoit qu'il y a du carbone 14 dans les diamants. Le diamant est la substance la plus dure connue, donc son intérieur doit être très résistant à la contamination. Puis tous ces éléments-là viennent nous confirmer que finalement le carbone 14 n'est pas contre la foi chrétienne. Le carbone 14 vient au contraire confirmer les choses. Le géophysicien John Baumgartner, qui fait partie du groupe de recherche RATE, a étudié le carbone 14 dans un certain nombre de diamants. Il ne devrait pas y avoir de carbone 14 du tout s'ils avaient vraiment plus d'1 milliard d'années dans les couches où ils étaient rendus. C'était supposé d'être vieux d'au moins 1 milliard d'années. Mais le laboratoire de radiocarbone a rapporté qu'il y avait plus de 10 fois la limite de détection. Il y avait amplement de carbone 14. Puis là, on l'a testé ici et là pour être certain. Ils avaient donc un âge de radiocarbone bien inférieur à 1 million d'années. Le docteur Baumgartner a répété cela avec 6 autres diamants alluviaux de Namibie. Et ceux-ci avaient encore plus de radiocarbone. La présence de radiocarbone dans ces diamants, là où il ne devrait pas y en avoir, est donc une preuve éclatante pour un monde jeune, comme le rapporte la Bible. Quand on est ouvert et objectif envers les différentes méthodes de datation, on s'aperçoit finalement que la Bible n'est pas contredite par ces méthodes-là. Et ce qu'on nous dit dans les médias, quand on nous parle de millions d'années, des découvertes de telle et telle chose, qui avait des centaines ou des dizaines de millions d'années, puis ainsi de suite, c'est vraiment une tromperie et c'est le père du mensonge qui est derrière toutes ces choses-là. L'analyse des couches de la Terre nous montre qu'il y a des indications de milliers d'années et non pas de millions. Ces résultats indiquent que toute la colonne géologique ne peut avoir des millions d'années. Cela confirme la Bible et remet en question l'idée évolutive des longs âges géologiques. Donc, on regarde des fossiles, il y a en masse de carbone 14. On regarde le charbon, il y a en masse de carbone 14. On regarde les diamants, il y a en masse de carbone 14. Et toutes ces choses-là viennent nous rappeler que le carbone 14 est en train d'être un indicateur d'une réalité qui est entièrement biblique. Maintenant, certains chrétiens entendent cette étude ce soir, puis ont remarqué que des fois, j'ai parlé de 25 000 ans. Certains des fossiles de dinosaures, il y avait pour 25 000 ans de carbone 14. Des fois, on va découvrir un village préhistorique. On va dire c'est un village qui a 37 000 ans ou d'autres indications de quelque chose de 12 000 ans. Là, les chrétiens vont dire, oui, mais là, ça ne va pas parce que la Bible nous dit que la Terre est vieille de 6 à 10 000 ans. Puis tu es en train de nous parler de longs âges là, qui remontent bien au-delà de cela. Mais là, il faut revenir à la réalité qu'on a vue au début dans notre introduction. Dans ces questionnements-là qu'on a, c'est légitime pour nous, mais il faut se rappeler toutes ces questions, tous ces faits-là concernant les méthodes de radiocarbone, puis ainsi de suite. On s'est rappelé que ces méthodes-là ne donnent pas un âge, mais donnent des proportions d'éléments. Les proportions des éléments parents et des éléments filles. Puis ça, on ne peut pas aller scientifiquement au-delà de cela. Le taux du matériel parent à fille qu'on doit voir autour de nous, on n'est pas au courant des conditions initiales. Même avec le carbone 14, là, on ne sait pas exactement dans le passé. Là, on parle du taux actuel dans notre atmosphère. Puis même là, des fois, on a pu voir des changements avec nos techniques d'examen, puis ainsi de suite. Mais on voit qu'on se base sur le présent. Puis on nous dit toujours la même chose, que le présent, c'est la clé pour interpréter le passé. Le présent, c'est ça qui nous permet de comprendre ce qui s'est produit dans le passé, parce qu'on nous dit de toute manière, ça a été uniforme, l'expérience de la planète Terre à travers son histoire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a 5000 ans. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé il y a 450 000 ans.
On nous dit c'est uniforme à travers l'histoire, mais j'aimerais vous dire, ça c'est encore une fois une croyance. On ne peut pas le savoir, les conditions initiales. On ne peut pas connaître les conditions idéales. S'il y a eu des infiltrations, s'il y a eu des changements quelconques à travers l'histoire, on ne connaît pas les conditions constantes non plus. Y a-t-il eu des éléments qui ont affecté le carbone 14 et qui ont augmenté les âges au lieu de voir environ 10 000 ans de maximum? Ces éléments-là seraient venus et auraient baissé le taux de carbone 14 dans le passé en comparaison avec le carbone 12, ou auraient augmenté peut-être le carbone 12 en comparaison avec le carbone 14. Et aujourd'hui, on voit ces dates-là, 38 000 ans, puis on dit, bon, ben là, ça vient contredire la Bible. Mais je vais vous dire, c'est beaucoup plus proche du 10 000 ans de la Bible que ce l'est des centaines de millions d'années. Mais même là, encore une fois, on le sait par l'observation depuis juste quelques milliers d'années, avec tous les phénomènes naturels, des phénomènes comme les feux de forêt. On sait que les feux de forêt, ça va augmenter énormément, les gros feux de forêt, la quantité de dioxyde de carbone. On sait que les éruptions volcaniques vont affecter ces taux-là. On sait que les éruptions solaires vont affecter la production du carbone 14. Les changements dans la pression atmosphérique, les changements dans le champ magnétique terrestre. On sait que le champ magnétique terrestre diminue, sa force diminue, puis on peut le détecter, puis on peut vraiment le calculer. Donc, ça veut dire que dans le passé, il était plus fort. Mais s'il était plus fort, ça veut dire qu'il y avait moins de radiation cosmique qui venait affecter l'azote dans l'atmosphère. Et donc, dans le passé, il y avait moins de carbone 14. Donc, on voit des créatures ou des spécimens d'il y a 7-8 000 ans, pas millions d'années, 7-8 000 ans, mais avec une condition terrestre comme ça, beaucoup plus forte, un champ magnétique plus fort, c'est certain qu'on va trouver moins de carbone 14 en comparé au carbone 12. Et donc, automatiquement, les âges vont augmenter. Puis là, c'est pour ça qu'on va donner des âges beaucoup plus loin. L'industrialisation, on nous dit souvent, quand on parle de réchauffement planétaire, qu'en ce moment, on est en train de fausser ces rapports-là de 1 atome de carbone 14 avec 1 trillion d'atomes de carbone 12 dans notre atmosphère. Puis là, c'est encore un argument là, pour mettre les règles de Kyoto, puis des différentes manières de contrôler le carbone dans l'air, le dioxyde de carbone. Pourquoi? Parce qu'on le sait, depuis juste l'observation de l'homme dans les derniers 2000 ans, on le sait que ces phénomènes-là vont affecter les quantités sur la planète Terre. Puis des fois, il n'y avait rien d'uniforme là dans l'expérience de la planète Terre. Mais pourtant, malgré cela, on nous dit que dans le passé, puis là on peut remonter là, même jusqu'à des millions d'années, que dans le passé, on doit croire que tout a été uniforme, que tout s'est produit là, de la même manière qu'aujourd'hui, et les taux qu'on voit aujourd'hui, on peut les utiliser pour tester en laboratoire les quantités de carbone 14 à carbone 12. Je vais vous dire, c'est totalement de la foi. C'est totalement une croyance d'accepter cela. C'est impossible de le savoir. Ce n'est pas scientifique de pouvoir dire, oui, effectivement, cet ossement-là a 25 000 ans. On ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas les éléments du passé. Il y a trop d'incertitudes. Puis un des grands éléments qui a certainement amplement affecté les taux de carbone 14, carbone 12 et toute la planète Terre, d'après le psaume 104, c'est le déluge de Noé. Il y a eu des catastrophes dans le passé. Il y a eu des circonstances dans le passé qui ont affecté la planète Terre et la meilleure option pour nous, frères et sœurs, c'est d'accepter celui qui était présent. Accepter celui qui était au contrôle. Accepter celui qui nous a révélé l'histoire de notre planète plutôt qu'accepter les fabulations de l'être humain. Comme conclusion, les méthodes de datation offrent des proportions d'éléments dans la nature, pas des âges. Si on se base juste sur la méthode scientifique, on peut calculer précisément, il y a de l'équipement qui vaut des centaines de millions de dollars qui calcule précisément les proportions d'éléments parents, éléments filles, et ça se limite à cela, parce que c'est les suppositions qui vont donner des âges.
Toutes les méthodes de datation radiométrique sont basées sur des suppositions improuvables. Dans les manuels scolaires et les autres revues, ces suppositions ne sont pas remises en question, on n'en parle pas pour la plupart. On ne veut pas mettre de doute, on dit aux gens, écoutez, voici les faits, voici la réalité, voici les âges, et vous pouvez avoir confiance en nous, et on ne met pas en doute ces choses, ces éléments subjectifs et philosophiques. Lorsque des tests indépendants sont pratiqués sur ces suppositions et leurs résultats, ils sont erronés. Les résultats qu'on nous a dit, comme les dates de ces fossiles-là dans des couches qui ont 3,5 millions d'années, ce n'est pas du tout le cas. Parce que là, on est prêt à être critique, on est prêt à analyser les choses, puis s'apercevoir que c'est une grosse machination, puis c'est une grande fable que les gens sont appelés à croire et qu'ils veulent croire. Les résultats soutiennent un modèle biblique d'une jeune terre tel que le témoigne clairement le carbone 14. La méthode de datation au carbone 14 pointe vers le fait que les choses dans la Terre sont jeunes et non pas vieilles de millions d'années, comme un auteur nous dit en terminant. Ainsi, nous avons vu à partir d'une variété de mesures et de techniques différentes que les preuves géologiques et physiques du monde sont tout à fait compatibles avec la doctrine biblique d'une jeune terre. On n'a pas à avoir honte en tant que chrétien. On peut croire à la Genèse, on peut croire au Créateur de toutes choses. Il n'y a personne qui peut venir réfuter ces vérités-là s'ils sont honnêtes et regardent la science objectivement. Nous ne pouvons pas prouver la Bible en regardant à la géologie nécessairement, et nous n'essayons pas de le faire. Nous acceptons les Écritures par la foi. Hébreux 11.3. C'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé toutes choses et insistons sur le fait que si la Bible est réellement vraie, alors les preuves géologiques doivent la soutenir. C'est effectivement le cas. Les preuves soutiennent non seulement la Bible, mais de nombreuses preuves géologiques sont tout à fait incompatibles avec un scénario d'une vieille terre. D'une vieille terrestre, une petite erreur, d'une vieille terre. Donc, c'était ça ma série que je voulais vous proposer. L'Église baptiste du Bon Berger a bien voulu me payer une formation que j'ai faite dans une association qui s'appelle l'Association internationale pour la création. Puis, je suis allé, puis j'ai été formé et je suis revenu avec du matériel pour 21 mini-séries comme celle-là sur les questions des origines et les questions de l'histoire de la parole de Dieu, l'histoire de la terre. Puis donc, je suis content d'avoir pu prendre ce temps-là avec vous pour vous encourager à garder votre foi, vous encourager à être critique de ce que vous entendez dans les médias, cette grande propagande, ces croyances populaires, puis vous aider aussi à répondre, puis à dire aux gens, scientifiquement, on peut tester les éléments qu'il y a dans ces fossiles-là ou qu'il y a dans la Terre, trouver les taux d'éléments parents et éléments filles, éléments parents radioactifs instables, éléments filles stables, et c'est tout. Pour le restant, c'est philosophique et religieux, c'est subjectif, c'est des croyances. Puis d'ailleurs, quand on prend d'autres éléments comme le carbone 14 et on teste ce qui est trop vieux pour le carbone 14, on s'aperçoit que tout le système est en train de s'effondrer. J'espère que ça va vous avoir encouragé à garder votre foi dans la parole de Dieu. Maintenant, une des mini-séries que j'ai enseignées à l'Église baptiste du Bon Berger, c'est la question des dinosaures. Puis ça s'intitule « La vérité sur les dinosaures ». Si le confinement continue, peut-être que je vais juste l'enseigner live pour ceux qui n'étaient pas présents et vous aider à apprécier ces créatures majestueuses. Dans les Écritures, c'est pas le lion qui est le roi des animaux. Dans les Écritures, c'est un dinosaure qui est la plus majestueuse des œuvres de Dieu sur cette terre. Puis donc, au lieu d'être un instrument pour que Satan détourne les gens, que les jeunes sont captivés par les dinosaures, on les met toujours dans un contexte de millions d'années puis d'évolution. Au contraire, on peut voir ces fossiles de dinosaures comme un témoignage
d'une terre qui a été créée récemment, d'un déluge qui a ravagé les différentes espèces et d'un témoignage que finalement, ces choses-là ne s'élèvent pas contre Dieu, mais viennent glorifier notre grand Créateur. Et j'espère pouvoir vous enseigner ça bientôt et que ça puisse être un encouragement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.